Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Sleeping Gods, le tout prochain, enfin qui est déjà sorti en version américaine, Distant Skies, un jeu, et là c'est facile, c'est un jeu de Ryan Laukat, imaginé par Ryan Laukat, illustré par Ryan Laukat, sur une idée originale de Ryan Laukat pour les beaux yeux de Ryan Laukat. Le mec a tout fait tout seul, ça sera localisé en VF par le Kit de Games à partir du 2 avril sur Game on Tabletop. C'est un financement participatif, comme je pense il y avait déjà eu pour la première version, je ne suis pas sûr. Et le Kit de Games m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait de tester, de faire la promotion, c'est clairement ça, de Sleeping Gods, bien sûr gratuitement. Et figurez-vous que moi, Sleeping Gods, le premier du nom, je l'avais acheté Day One à sa sortie, et ça faisait 1 an qu'il était dans mon étagère, dans ma calaxe de la honte, puisque il y avait quand même finalement pas mal de retours un petit peu mitigés, et ça m'avait toujours un petit peu fait peur. Là, je me suis dit, quitte à recevoir le nouveau, autant faire le premier. Donc, j'ai enchaîné sur une première semaine Sleeping Gods, premier du nom. J'ai fait une pause d'une semaine, histoire de souffler un peu, de réfléchir, de méditer, de voir, de tirer la substantifique moelle du premier. Et j'ai enchaîné avec le second, que j'ai terminé hier soir. Bien sûr, je n'ai fait qu'une partie, qu'une fin à chaque fois pour chacun des deux jeux. Et on va un peu comparer les jeux. On va commencer par parler des points communs. On va parler de ce qui était moins bon dans le premier jeu qui a été amélioré. On va parler des choses qui sont toujours problématiques dans Distant Sky, et on va voir s'il y a des nouveaux défauts qui sont arrivés dans Distant Sky, ça va pas être facile à dire. Et puis on mettra le fameux Zogma de bronze, d'or, d'argent, voire de plomb s'il est mauvais. Vous saurez tout s'il faut craquer sur Sleeping God, Distant Skies. Il y a un petit lien en description pour le futur financement participatif dans tout le cas. Et je vais poser cette boîte parce que même si elle est magnifique, elle pèse un petit peu lourd. Je vais la mettre dans le décor, juste là, et ça, c'est magnifique. Alors, les points communs, forcément, c'est que ce sont deux jeux dans le même univers. C'est du Sleeping Gods, les dieux endormis. Est-ce qu'ils sont toujours aussi endormis ? Allez savoir s'il y a eu des changements entre le premier et le deuxième épisode, mais c'est vraiment la suite indirecte. C'est 8 ans après, on va partir sur une nouvelle aventure, mais il y aura quelques petits liens entre les deux. Forcément des petits liens scénaristiques, mais il y aura aussi des petits trucs qui vont nous rappeler notre première aventure, si on a fait cette première aventure. C'est toujours un monde ouvert, c'est toujours un monde narratif, c'est presque un livre dont vous êtes le héros, c'est vraiment un livre narratif, un livre-jeu, sauf qu'il va y avoir un tout petit peu plus de gameplay, mais ça va vraiment être un jeu avec des quêtes, avec des choix, avec des embranchements. Combien même vous pourriez tout faire dans une partie que vous ne pourriez pas tout faire parce que vous allez faire des choix, ce qui fait que lors d'une mission, à la fin, il y aura peut-être 3 conséquences avec des récompenses différentes. Donc on est toujours sur le même type de gameplay, on a toujours un livre-jeu qu'on va ouvrir, une carte sur laquelle on va se déplacer. Alors cette fois-ci, on va plus se déplacer en bateau, on n'est plus sur la mer de l'Espérance avec notre équipage à essayer de trouver comment revenir à New York. On va être cette fois-ci, alors est-ce que c'était déjà New York dans le premier ? Je crois. Là, on va être finalement, on va se cracher dans une terre qui n'est pas une mer du coup, et on aura un avion. Mais ça va être un peu le même principe, on aura ce plateau, ce livre, on va pouvoir se déplacer de case en case, explorer des différentes parties, et l'objectif, c'est aller au niveau du Distant Skies, de ce trou, de l'œil de Dieu, pour revenir finalement, je crois, passer à San Francisco finalement dans ce nouvel épisode. On va toujours devoir s'échapper de ce monde un petit peu mystérieux. Comme avant, on a toujours un livre. Quand vous arrivez sur une zone et que vous explorez, il y a une valeur qui va vous dire peut-être le numéro 19. Vous allez aller dans vos livres, page 19, et vous allez lire « As you approach the mountain, you find a cave like the mouth of a sleeping giant tucked beneath the stone ». Parce que oui, cette version-là, c'est une version anglaise, mais ça sera en français. Donc c'est pareil, vous arrivez dans vos textes, vous arrivez dans votre livre, vous lisez le petit texte d'ambiance, et vous allez faire un défi, c'est-à-dire que vous allez devoir valider, si vous faites le test peut-être de force, il va vous dire d'avoir au moins 14 de force. Vous allez dépenser vos jetons d'action sur vos différents personnages, et si votre personnage A a 5 de force et que vous avez un personnage B qui a 3 de force, vous avez un total de 8. Vous allez toujours tirer une carte destin, c'est-à-dire une petite pioche, et il y a une valeur écrite en haut à gauche. Si vous dépassez 14, vous avez réussi, ça vous dit allez lire tel chapitre, récupérer telle carte récompense. Si vous avez perdu, ça vous dit allez souvent quand même récupérer telle carte, parce que souvent les échecs ne vous vont pas totalement perdre, vous avez souvent des moins bons bonus. Par contre, vous prenez cher, vous prenez 5 dégâts, vous prenez une baisse de morale, une déprime, de la folie ou des choses comme ça. Donc on est toujours sur cette base-là au niveau du gameplay, ça n'a pas changé. Si vous connaissez le premier Sleeping Gods, vous avez, je pense, 80-90% des règles. C'est toujours la même patte graphique, moi je sais que j'aime beaucoup. Les boîtes sont vraiment de toute beauté, en plus il y a un effet sur la version anglaise, je pense Kickstarter, un effet un petit peu de relief qui est très chouette. J'aime beaucoup le design, tout le monde n'aimera pas. Je vais vous montrer juste, parce que j'ai pas sorti les cartes, je vais vous montrer
Moi j'aime beaucoup au niveau des corps. Je sais que certains trouvent ça un peu simpliste, un peu enfantin. Là je vous montre un boss, et oui ça sera une des nouveautés du jeu. Moi j'aime beaucoup ce style peint, je trouve ça chouette. Certains n'aiment pas, mais en tout cas c'est exactement le même design. Ça n'a pas changé. Ce qui est toujours aussi convaincant finalement, c'est que c'est un jeu, c'est assez facilement, ça pourrait être votre premier jeu narratif. D'ailleurs, c'est mon premier jeu narratif, hein. Je crois que c'est mon premier jeu à campagne, je me retourne là-bas. Ouais, Lands of Galzir, ça compte pas vraiment. Oui, pour moi, c'est vraiment mon premier jeu, hein. Je me vois pas de me lancer dans un Tentil Grail, un truc qui va durer super longtemps. Là, ça me va bien, c'est des règles assez simples. Il y a en plus un tuto qui va jouer en 25-30 minutes, qui va vous expliquer, 75% des règles. Alors après, vous allez vous taper quand même 30 pages pour voir ce que vous avez loupé, mais c'est 30 pages très aérées, et vous allez vite comprendre que finalement vous n'aviez rien loupé du tout. Mais il y a un tuto qui va nous mettre dans l'ambiance, et en plus c'est pas juste un tuto, ça va vraiment nous lancer dans l'histoire, ça sera le début. Donc assez accessible, et ce qui est cool aussi, c'est qu'il est assez court. J'ai fait qu'une des fins, ce sont des jeux avec plusieurs fins différentes. Dans le premier, j'ai fait une partie en 8 heures de jeu, et celui-ci un peu plus long, j'ai mis 11 heures pour faire ma partie. Ce qui fait que du coup, c'est un jeu qui n'est finalement pas si chronophage que ça. Si vous voulez découvrir tout l'univers, là vous n'aurez pas trop le choix, il vous faudra 20, 30, voire 40 heures de jeu. Mais si vous faites du one-shot, je dis, moi je veux passer un bon moment, et en 10 heures, c'est réglé. Et du coup, c'est quand même vachement jouable, vachement accessible dans une ludothèque. Ce qui est cool aussi, c'est que dans l'idée de ce jeu accessible, la difficulté est réglable. Vous avez un mode normal, un mode difficile, mais aussi un mode facile. Et même si vous voulez encore un peu plus pimper votre niveau de jeu, c'est assez simple de modifier, dire que j'ai besoin d'un objectif lors de mes défis de plus 1 ou de moins 1. C'est assez simple de finalement trouver la manière dont on veut jouer pour profiter soit plus de l'histoire, soit plus du gameplay entre guillemets ou plus du côté survie. Donc ça c'est vraiment un jeu un peu bac à ça. Par contre le premier jeu n'était vraiment pas parfait. Déjà j'ai eu du mal à rentrer dedans. Au départ j'ai eu du mal avec tous ces systèmes de défis etc. Une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, que j'ai compris quels étaient les défauts du jeu, j'ai réussi à aimer les points positifs du jeu, mais franchement il y avait des choses qui étaient problématiques dans le premier jeu, des choses qui ont été réglées. J'ai fait la liste parce qu'il y avait quand même pas mal de problèmes. Le plus gros problème pour moi était finalement le manque d'implication dans le jeu. C'est-à-dire que on a cette trame de fond, essayer de sortir de la mer de l'espérance, de réveiller les deux anciens pour pouvoir sortir. Et finalement, il n'y avait pas grand-chose dans l'histoire qui nous tenait en haleine. On n'avait pas vraiment un fil conducteur. On va prendre plein de quêtes annexes. Ces quêtes annexes qui vont nous dire d'aller là pour valider tel truc, de trouver l'enfant mort de tel truc, aller traire une chèvre parce qu'on a besoin de lait. Tout des quêtes annexes cool qui vont nous donner des mots-clés, qui vont nous permettre de débloquer des totems parce que ce sont les totems qui fondamentalement vont faire que plus on en a, plus on aura une bonne fin pour simplifier, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, on n'avait pas vraiment un vrai fil conducteur. On papillonnait par-ci, on allait par là. On n'avait pas un truc qui nous tenait, c'était tous des petits trucs à droite à gauche. Là, je trouve que ça a été un peu plus travaillé. Déjà, j'ai l'impression, je n'ai pas comparé au niveau des scripts, d'autant plus que là c'est de l'anglais et moi j'ai la version française pour le premier, mais j'ai l'impression que chaque quête est un peu plus scénarisée. Oui, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu plus de dialogue, qu'il y avait un peu plus de description, qu'il y avait un peu plus d'ambiance, alors qu'en anglais, on sait que les anglais sont assez concis, donc là j'ai eu l'impression en version anglaise qu'il y avait quand même pas mal de texte, donc j'ai l'impression qu'en version française, il y en aura encore plus, mais c'est peut-être moi qui n'étais pas dans le même mouvement, mais j'ai l'impression que tout était mieux scénarisé. C'est peut-être juste une impression, encore une fois, je n'ai pas comparé vraiment le script. Ensuite, dans le premier jeu, vous avez finalement un deck avec, au début de chaque tour, vous allez tirer une quête, enfin un événement indésirable, très généralement. Et ça, vous avez donc un paquet, je crois, de 24 cartes, je sais plus, ou 18 cartes, non, 24 cartes. Une fois que vous l'avez fait, bam, il y a un événement dans le jeu, un tout petit peu scénarisé, une deuxième fois, et au bout de la troisième fois, bam, c'est la fin de l'histoire. Donc finalement, vous n'avez que très peu de moments avec de la vraie histoire principale. D'ailleurs, la plupart du temps, le vrai scénario principal, c'est vraiment à la fin. L'intermède entre chaque renouvellement du deck est vraiment très bref. Là, c'est beaucoup plus emmené, on a beaucoup plus souvent des petites références à la trame scénaristique, ça nous dit de temps en temps, en fait on a une carte qui se met tous les 8 tours de jeu globalement, alors c'est pas tout le temps vrai pendant toute la partie, mais on sait que régulièrement on aura un petit truc en plus, un nouvel antagoniste, un nouveau truc qui nous rappelle notre mission, qui nous dit allez par-ci, allez par-là, et ça j'ai trouvé du coup que c'était mieux amené, ça nous guidait, ça nous donnait un peu plus l'envie de rester dans cet univers, donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Par contre, je le mets quand même, ça s'est amélioré là-dessus, mais on n'a toujours pas assez ce travail sur l'histoire de fond, sur le background, on en reviendra au niveau du point négatif, donc niveau scénario, c'est un petit peu amélioré, mais c'est pas encore parfait. L'autre gros problème, c'était les combats. Finalement, les combats, c'était un petit peu chiant. Une fois qu'on en avait fait un ou deux, qu'on avait compris la mécanique, qui était en soi originale, on a des ennemis avec un petit template, on doit mettre finalement si notre personnage
a fait des dégâts, fait 4 dégâts avec son arme, et ben il va falloir mettre des cœurs et choisir les emplacements sur la carte. Et si on arrive à cacher un emplacement, bah, c'est un point de vie en moins, ou un dégât en moins qui nous fera, ou un effet de fin de tour qui nous fera en moins. Donc voilà, c'était un peu, il fallait cacher les compétences de l'ennemi, et ça le bloquait petit à petit. C'était rigolo la première fois, mais rapidement on a fait le tour, rapidement on a envie de passer à autre chose, on en a un peu marre des combats. Là, ça s'est franchement amélioré. On a toujours cette mécanique de mettre des pions pour remplacer sur les cartes, pour cacher les dégâts qu'ils vont nous faire. Une fois que la carte est remplie, il est mort. Mais cette fois-ci, ça sera plus tout le temps les mêmes attaques que l'on va faire en fonction de nos personnages. On va avoir un deck de combat, un deck de combat d'abord de 14 cartes, mais on va pouvoir améliorer, on va pouvoir écrémer, on peut toujours rester à 14 cartes, mais on en aura au fur et à mesure des aventures, des armes qu'on va trouver, on aura une amélioration de notre deck, et on aura à chaque tour 5 cartes. Ces 5 cartes, vous allez en jouer que 4, et après c'est l'ennemi qui fait ses effets de 20 tours, et vous en repiochez 4, etc. Donc cette petite mécanique de deck building, de choisir quelle carte on va mettre en fonction des personnages, de la manière dont on va les améliorer, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, ça rajoute un petit peu de peps. Alors l'inconvénient à ça, c'est qu'au bout d'un moment, les combats deviennent un peu simples, parce qu'on a un bon deck, mais j'ai trouvé ça du coup beaucoup plus intéressant, cette mécanique de s'améliorer. C'est plus juste, c'est un peu moins mécanique, c'est un peu moins du calcul, c'est un peu plus de fun quand même. L'un des problèmes du premier, c'est que finalement, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de quêtes annexes. Ces quêtes annexes, c'était tout des quêtes qui étaient à proximité. C'était jamais, il allait jamais falloir vraiment faire une grosse exploration. Globalement, il y avait une ou deux cases à se déplacer pour avoir la réponse, trouver l'objectif de cette mission. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, le premier jeu, c'est un jeu avec un timer. Vous avez un nombre d'actions défini avant la fin de la partie. Donc finalement, quand vous vous déplacez, ça prend un temps. Chaque tour, vous avez 2 actions qui peuvent être 2 déplacements, et généralement, ça va être une action et une exploration. Et donc finalement, si vous deviez aller à l'autre bout de la map pour valider une seule quête, bah forcément, ça serait beaucoup plus compliqué, ça vous prendrait la moitié de la partie pour rien. Donc ça, je trouvais ça un peu chiant, c'est que finalement, il n'y avait pas vraiment ce côté exploration, tout était à proximité. Et si jamais vous aviez envie d'aller dans une autre zone, parce que vous aviez trouvé une nouvelle quête et ça vous sortait un petit peu de votre axe d'exploration, bah vous savez que vous ne retourneriez plus jamais là où vous étiez au début, et donc si vous n'aviez pas validé votre quête, c'était un peu mort. Donc ça, je trouvais ça un petit peu contraignant. Ça a été totalement résolu par le fait que maintenant on a un avion. On n'a plus de bateau, on se déplace en avion, on peut sauter d'une page à l'autre avec l'avion, donc on peut faire des allers-retours sans souci, ça coûte pas très cher, ça coûte 2 actions, ce qui est globalement un peu l'équivalent d'un déplacement sur l'ancienne mouture, c'est vraiment pas contraignant du tout, donc ça nous permet finalement de changer. Si on a fait une zone et qu'on veut les tester l'autre côté, parce qu'on ne l'a pas fait sur la partie d'avant, on peut totalement aller explorer. Il y a certaines quêtes qui vont nous faire des allers-retours, il y a justement un peu plus cette possibilité de, on a une quête avec une description, ça dit que c'est plutôt vers la montagne au nord-ouest, mais on ne sait pas exactement quelle montagne, donc on a un peu plus cette liberté, on a un peu plus cette exploration. D'autant plus que ce qui était chiant dans le précédent jeu, c'est la gestion du bateau. Au début de chaque tour, vous allez choisir quel endroit vous mettez sur votre bateau, et ce bateau-là, ça nous faisait piocher des cartes, habilité pour améliorer nos personnages, et ça nous donnait des ressources pour activer nos pouvoirs. C'était un peu chiant, on pouvait pas aller 2 fois au même endroit, ça servait pas à grand chose. Là c'est simplifié, on n'a plus cette gestion là. Au début de chaque tour, vous piochez 2 cartes et basta. Donc vous avez toujours une rentrée de cartes, c'est pas vous qui choisissez est-ce que ce tour-ci j'ai 1 ou 3 cartes, non, ça va à l'essentiel. On n'a plus du coup les pouvoirs qu'on pouvait activer grâce à ces petits jetons. Là c'est plus le cas, on a nos cartes aventure dans la main, on veut les jouer, on les joue, elle est dans la défausse, on la récupérera que quand on ira se reposer, donc généralement pas tout de suite. On a plus cette gestion un peu chiante, hyper manipulatrice de mettre des petits tokens pour savoir celle-là je l'ai utilisée, tant que j'ai pas récupéré mes jetons, je peux pas la réutiliser. On va beaucoup plus à l'essentiel et c'est tant mieux. D'ailleurs, avant on avait 2 actions par tour, maintenant on a 5 actions par tour. 2 actions par tour, des fois on se rappelait plus, est-ce que ce tour-ci j'ai déjà fait mon action? Bah là, il y a un petit tracker, on a un petit pion pour se déplacer, et même si avec 2 actions, généralement on se rappelait dans le premier jeu, ça m'est arrivé qu'il y avait certains tours où je savais plus, quand vous faites un donjon qui va vous prendre finalement qu'une seule action, mais qui va prendre un peu de temps, bah là au moins, vous avez vraiment votre repère, vous savez où vous en êtes. Donc plus d'exploration, un peu plus de scénarisation, des combats qui sont améliorés, beaucoup plus d'accessibilité au niveau, il y a moins de gestion de ressources, il y a moins de maintenance qui était un petit peu embêtante. En plus, quand vous faisiez des tests avant, il y avait une notion de fatigue, vous aviez le droit de fatigue, et après vous n'avez plus le droit de faire des combats, ou alors quand vous faisiez des combats, vous étiez moins efficace. C'était un peu rébarbatif. Là, vous pouvez toujours faire vos combats. Vous avez 3 tokens, 3 tests possibles par personnage jusqu'à ce qu'il se repose. On va à l'essentiel, encore une fois. Il y avait un défaut pour moi, mais qui était quand même compréhensible, qui a été changé. C'est que, justement, à la fin de chaque deck
d'événements indésirables dans le premier jeu, eh bien il y avait quelque chose qui se passait et vous perdiez toutes vos compétences, vous recommenciez entre guillemets à zéro, et donc vous faisiez ça 3 fois de suite, où vous commenciez à être fort, bam, vous repartez de zéro, vous recommenciez à être fort, bam, vous repartez de zéro. Ça avait un petit côté un petit peu frustrant, parce qu'en fonction de la quête où vous étiez, si vous étiez sur une quête un peu plus ardue, et ben la fin des événements, la fin de la grosse manche entre guillemets se termine, et ben là du coup vous vous retrouvez sans rien et vous ne pouvez plus faire votre quête, il faut réussir à retrouver des cartes, etc. Je trouvais ça un peu chiant. Là c'est réglé. Les compétences que vous équipez resteront jusqu'au bout, donc si vous êtes en train de faire quelque chose de compliqué, et ben vous pourrez continuer de le faire. Pour moi c'est un point positif. Donc beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais on va maintenant voir les choses qui ne sont toujours pas améliorées. Et ben on parlait tout à l'heure que le scénario s'était quand même un petit peu amélioré, qu'on était un peu plus guidé, il y avait une trame un peu plus effilée, mais ceci dit, ça manque toujours de vraie histoire principale. On est toujours un peu largué là et le but c'est de se barrer, donc on va vivre les aventures qu'on veut, mais moi j'aurais aimé une vraie campagne, un vrai truc qui me tient en haleine, qui me donne envie d'y retourner. Là c'était très plaisant, mes petites quêtes, j'en fais une autre, je pars dans un univers. Il y a quelques petites trames sous-jacentes avec, avec deux factions qui s'opposent, avec des anciennes factions qui ont fait la guerre à un certain temps, etc. J'ai l'impression que le background est un peu plus creusé, mais ça reste quand même très léger. Vous avez plus l'impression de faire des quêtes secondaires tout le temps, qui peuvent être plus ou moins intéressantes, hein, mais ça manque vraiment de scénarisation. J'ai l'impression qu'il y a un vrai background intéressant sur cet univers-là, mais j'ai l'impression de l'avoir effleuré sans l'avoir trouvé, creusé totalement. Alors, j'ai pas fait toutes les fins, j'ai pas fait toutes les quêtes, donc potentiellement qu'il me manque des éléments, hein, mais j'ai l'impression d'avoir plutôt effleuré ce monde que de l'avoir creusé. L'autre gros défaut du jeu qui effrayait pas mal de monde, c'est la place, le fait qu'on gérait 9 personnages. C'était beaucoup trop 9 personnages. Ça a amélioré, on contrôle plus que 5 personnages. Les cartes des personnages sont un peu plus grandes, donc finalement ça va vous prendre un petit peu moins de place, mais pas tant que ça. Toujours un jeu qui prend pas mal de place. Ceci dit, ça tient sur mon tapis de 100 x 60 cm, il n'y a pas de souci, mais ça prend toujours beaucoup de place. Même si on est allé à l'essentiel, on n'a plus 9 personnages, on a 5, c'est toujours, ça prend de la place. C'est pas le truc, même si ça va être facile sur le papier à sortir, à ranger, etc. Une fois qu'il est posé, vous avez quand même envie de le laisser sur place. L'autre chose, c'est qu'on fait beaucoup de tests. On fait toujours des tests toutes les 2 secondes, on fait pas tant de combats que ça, on va en faire, mais on va surtout faire des tests, et c'est vrai que même si tout est un peu plus à l'essentiel, que c'est un peu moins rébarbatif, on va quand même faire des tests pour tout et n'importe quoi. On aurait aimé que les tests soient un peu plus situés à des moments clés, que ça soit plus un livre dont on est le héros, dont on fait des choix, les choix qui nous emmènent là, puis qui nous emmènent ci, et là, bim, là il y a un vrai moment clé, là on fait un test, parce que c'est vrai que toujours manipuler, etc., c'est des fois un petit peu chiant, on a l'impression de toujours faire la même chose, ça peut être une certaine rengaine. Attention, c'est pas forcément un défaut, ça plaira à certains, ça n'embêtera pas d'autres, moi ça m'a pas tellement gêné que ça, mais c'est vrai que peut-être que des fois j'aurais aimé un peu moins de tests et plus choisir mon aventure et pas toujours, dès qu'il y a dès qu'il y en a un qui pète pas droit, de faire un test au niveau du moxie, là, du cran, c'était des fois un petit peu rébarbatif. Voilà, donc ça c'était des défauts qui étaient toujours là. La place, finalement un scénario pas assez, un background pas assez travaillé, en tout cas une trame scénaristique pas assez travaillée, et puis des tests qui sont vraiment tout le temps omniprésents. Le jeu, même si ça a amélioré sur pas mal de points, a quand même toujours quelques défauts et on va les voir tout de suite. Et oui, le jeu a des défauts qui sont secondaires, des nouveaux défauts qui sont secondaires à des améliorations. Le premier, c'est que effectivement, le jeu est plus simple. Il y a plein de défis, mais le jeu est plus simple. Il est plus simple pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que finalement, même si j'ai dit que ça s'était amélioré, qu'on a pu cette notion de boom, toutes les compétences disparaissent à 1/3 de la partie, puis aux 2/3 de la partie, et c'est vrai que là, comme on est de plus en plus équipé, notre deck de combat devient de plus en plus puissant, notre deck d'aventure devient de plus en plus gros, nos capacités des personnages s'améliorent, et c'est sûr qu'au bout d'un moment, le jeu va commencer à devenir facile. Certes, il y a toujours des boss, et ça je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez vu une image, il y a maintenant des combats de boss. Ah oui, l'immersion s'est quand même améliorée. On a des combats de boss dans le livre comme ça, où ce sont les cartes des ennemis qu'on va devoir affronter. Quand on arrive dans des villes, alors c'est des points communs, maintenant, alors pas que dans des villes, on a des phases comme ça, qui permet vraiment plus de se rendre compte de la zone, on a vraiment beaucoup plus d'images. C'est très sympa, ça m'a beaucoup plu. Donc quand même l'immersion un peu plus travaillée quand même.
Mais j'en étais où? Oui, je disais que le jeu était plus simple. Comme on s'améliore toujours, qu'on n'a pas ce downgrade, au bout d'un moment, le jeu va sembler plus simple, sauf pour les combats de boss qui, eux, sont toujours bien ardus. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va devenir plutôt une formalité. Au départ, on va un peu galérer, et même si on va aller sur des zones avec des tests de plus en plus compliqués, ça va devenir un peu plus simple. D'autant plus qu'on n'a plus ce timer de fin de partie. Le timer est un peu différent, c'est plus ce nombre de tours prédéfini, c'est finalement, vous avez un nombre de campements. Maintenant, pour restaurer notre vie, on n'a plus besoin d'aller dans un port. On n'est plus obligé de chercher le port, de se déplacer, etc., de galérer pour se soigner. Vous utilisez un campement quand vous voulez. Vous avez un nombre maximal à utiliser. Je crois que c'est 10 en mode normal. Et quand vous avez fait les 10, là, il y a la fin qui se déclenche automatiquement. Vous pouvez déclencher la fin avant si vous avez l'impression d'avoir fait ce que vous voulez. Mais ça va être ce timer. Et donc finalement, ce campement, ça va nous permettre de régénérer un peu notre vie. Mais ça va surtout nous permettre de réactiver nos 3 points d'action par personnage. Sauf que vous avez d'autres moyens de récupérer des points d'action en utilisant de la viande, en créant d'autres recettes, etc. Donc finalement, les campements, vous n'allez pas tant les utiliser que ça. Alors bien sûr, si vous avez un game over, que tout le monde est mort, là, eh bien, ça vous barre 3 campements et vous perdez du temps et vous avancez vers la fin. Mais si vous arrivez à ne pas prendre trop de risques au début, d'avancer petit à petit, bah moi j'ai décidé d'arrêter ma partie, ça fait donc 11 heures que j'étais dessus. J'ai décidé que j'avais fait le tour, même si bien sûr que je n'avais pas tout vu, mais j'ai eu l'impression d'avoir fait une belle histoire. Il me restait 4 camps sur les 10, j'en avais fait que 6. Donc finalement, j'aurais pu encore jouer sans aucun souci, pendant au moins 8 heures, faire toutes les quêtes qui étaient encore à ma disposition, ça aurait été possible. Donc finalement le jeu est plus long, pour rien. J'aimais bien finalement avoir comme ce timer, cette limite de temps. Le jeu devient plus simple et plus long pour pas grand chose. On a l'impression, moi je me répète, je viens de le dire, mais finalement cette course, ça m'allait quand même plutôt pas mal. Je trouvais que c'était intéressant, ça permet d'éviter que les parties s'éternisent. D'autant plus que là du coup, j'ai l'impression qu'en une partie j'ai fait alors c'est pas tout à fait vrai en vrai, mais que j'ai exploré 40 à 45%, peut-être même 50% de ce que je pouvais faire, là où dans la première partie de Sleeping Gods, j'avais fait à peu près 30%. Donc là, à la fin de cette partie-là, j'ai moins envie d'en refaire une autre, d'autant plus qu'il y a moins de fins différentes, et j'en ai quand même lu une ou deux autres pour, en faisant mon petit curieux, j'ai eu l'impression qu'elles étaient toutes assez similaires, là où dans le premier Sleeping Gods, il y avait vraiment un éventail un peu plus important. Alors bien sûr, même si j'ai quasiment vu toutes les quêtes, chaque quête va avoir plusieurs embranchements, donc quand j'ai fouillé une cave, je ne peux plus la refaire une deuxième fois, donc peut-être que j'ai trouvé une quête dedans, et finalement si je prends un autre choix, la prochaine fois je trouverai une autre quête, donc c'est pour ça que même si j'ai exploré la plupart de la map, je dis à peu près 40-50% de ce que j'ai pu faire, 40-50% du contenu, mais en réalité si je prends le nombre précis de quêtes, j'avais validé 30% des quêtes sur la totalité possible, même si j'ai exploré quasiment tous les points clés, parce que chaque quête va avoir des embranchements. Mais finalement, ça change peut-être pas forcément énormément de choses. Donc voilà, plus ce timer qui était sympa pour se dire la partie est limitée et j'ai ce stress, je peux pas faire tout ce que je veux, le jeu qui devient plus simple et donc finalement moins envie de refaire une autre partie parce qu'on a l'impression finalement que la prochaine sera sensiblement la même si on peut faire d'autres choix pendant les quêtes. Donc voilà, globalement, même si on a fini sur le négatif, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont améliorées. On se rappelle, les combats sont mieux, il n'y a plus la phase de bateau qui était un petit peu rébarbative, on peut se déplacer où on veut, quand on veut, sous réserve qu'on lâche un petit peu d'essence. Donc on peut vraiment explorer, on a plus ce monde où on va vraiment pouvoir faire des quêtes, où on va vraiment chercher à l'autre bout de la Terre ce qui se passe. Là, le scénario, c'est comme un peu plus centré sur un axe, et puis surtout on a perdu tous les trucs qui étaient un petit peu chiants de maintenance, qui n'étaient pas utiles. Le jeu va beaucoup plus à l'essentiel. Il y a toujours des défauts, le scénario reste quand même toujours assez léger, il y a toujours énormément de tests pour tout et rien, et le jeu maintenant est un peu plus simple. D'ailleurs sur certains forums américains, on m'a dit, parce que j'ai pas vérifié, ils conseillent pour ceux qui ont déjà joué au Sleeping Gods de base de faire le jeu en difficile, parce que ça pourrait correspondre un peu au niveau de difficulté pour justement avoir un timer un peu plus serré, des tests un peu plus conséquents. Ceci dit, si le premier Sleeping Gods m'a convaincu, je lui aurais mis moi plutôt quand même un Zeugma d'argent, ça m'avait plu, il y avait des défauts mais ça m'avait plu, moi qui suis pas un aficionados des jeux à campagne, j'ai pas envie de rester 30 heures dans un jeu, c'était une expérience qui m'avait convaincu et qui me plaisait. Là ce jeu pour moi, il y a quand même pas mal de choses qui se sont améliorées, même s'il y a des défauts qui persistent et certains petits qui sont en plus, beaucoup de choses se sont améliorées, donc pour moi clairement c'est un Zeugma d'or, mais attention, si vous êtes vraiment très habitué des jeux à campagne, peut-être que pour vous, il sera un petit peu moins dans votre top, qui descendra un petit peu, mais si justement vous avez peur de ces jeux à campagne, je pense que c'est un jeu parfait pour vous pour débuter. Vous êtes
pas obligé de faire le premier, hein, je vous l'ai pas dit, il y a quelques petits liens entre les deux, quelques petits embranchements, mais c'est très léger. Vous n'avez pas besoin pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà pour mon avis, donc moi très heureux d'avoir joué à ça. Ça tombe bien d'ailleurs parce que j'en ai un troisième de Sleeping Gods. On m'a envoyé aussi le Primeval Péril. Je ne sais pas s'il sera disponible sur le financement participatif, mais si on me l'a envoyé, je pense que oui. J'ai l'impression que c'est le tout premier Sleeping Gods qui aurait pu sortir avant le premier, parce qu'on est à nouveau sur un bateau, c'est écrit 2 heures de partie, pour 1 à 2 joueurs, ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus contenu, mais écoutez, quand j'aurai envie de me refaire un peu Sleeping Gods, j'aurai quand même une petite expérience, ma foi probablement sympathique, même si c'était le premier essai, peut-être qu'il est moins bon que les 3, mais toujours un peu plus de contenu pour parfaire cet univers. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que j'ai pas répété 15 fois les mêmes choses, j'ai essayé de m'organiser un peu sur ma feuille, mais je filme assez tard et donc peut-être que ce n'est pas parfait. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi en commentaire si vous avez joué au premier, si vous me retrouvez sur ma critique du premier, si vous avez fait cette version anglaise de Sleeping Gods Distant Skies, est-ce que vous êtes d'accord sur ma critique du nouveau et si vous comptez financer la version française qui arrive bientôt. Nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.